Je m'appelle Jean-Philippe Brien, je travaille chez CloudBees, je suis Solutions Architect, je couvre la France et en ce moment un peu plus de pays en Europe, je vais un peu partout. Avant, j'ai été consultant pendant longtemps, j'étais administrateur de serveur Jenkins depuis très longtemps, 2007, quand ça s'appelait encore Hudson. Et grosso modo, en plus de faire de l'administration de serveur Jenkins, je poussais best practice sur comment bien écrire les tests unitaires, déjà fait des tests unitaires, comment bien les écrire, essayer de faire des choses immutables, soyez un peu DevOps, ce genre de choses. Je travaille pour CloudBees. CloudBees produit la version entreprise de Jenkins. Ça va être tout un ensemble de plugins qui vont vous permettre de déployer un ou des serveurs Jenkins si vous avez beaucoup de développeurs et que vous commencez à atteindre les limites du Jenkins open source. On fournit aussi du support et puis accessoirement, on paye Nicolas Deloff pour faire des super confs et des fois se balader à poil sur scène. Petite question dans la salle parmi vous, qui est développeur? Il ne va pas rester beaucoup de place pour le reste. Qui est plutôt sur la partie exploitation, de prod, ce genre de choses? Testeur? On n'a pas. Et chef de projet? Oh, presque autant que de la prod. Je vais vous montrer un peu de code, ça va plutôt être orienté développeur, ça pourrait être un talk orienté Ops, parce que ils vont vous aider. Qui parmi vous fait de l'intégration continue, c'est-à-dire du checkout, lancer les tests unitaires et on package. On va pousser ça après dans un Nexus ou un Artifactory, pas mal. Pour les autres, c'est quand même la honte, en 2016. Pas faire intégration continue, ça date d'il y a longtemps. Est-ce que vous faites du déploiement automatisé? Pas forcément en prod, hein, ça peut être sur d'autres environnements. Bien. Est-ce que vous avez un pipeline? Alors pas forcément Jenkins, mais voilà, quelque chose qui suit depuis votre commit jusqu'à votre dernier environnement, vous déployez automatiquement. Ah, oui, pas mal. Est-ce que vous avez une seule application à déployer en prod? Ah, on a un chanceux. Et dernière question, est-ce qu'en général, vous avez plutôt tout un plat de spaghettis à déployer? Ouais, je vois qu'on a travaillé au même endroit. Jenkins 2, qui a déjà joué avec? Il est sorti au mois d'avril, la première LTS est sortie en juillet. Donc je suppose que vous avez voulu jouer avec Pipeline, et qui a vraiment mis en place des pipelines sur son environnement et ça tourne? Cool. OK. Bon, c'est pas de chance pour les autres. C'est un talk où je vais après vous parler d'une utilisation plutôt avancée de pipeline. Je vais faire peut-être un petit rappel de plugin pipeline pour ceux qui n'ont pas encore joué avec. L'idée, c'est que maintenant, vous avez un type de job donc qui s'appelle Pipeline, qui n'est plus le Freestyle ou le Maven Job, qui va vous permettre d'écrire votre pipeline depuis un commit jusqu'à votre déploiement final, prod ou quelque part en fonction de votre maturité. Ce pipeline, vous allez le décrire avec un DSL en Groovy. Ce sera la description de votre job. Et ce qui va devenir très fort, c'est que cette description, donc c'est du code, vous allez pouvoir le committer dans votre gestionnaire de source, dans un Jenkins file, tout comme vous avez un Docker file pour les plus chanceux, quand vous construisez des applications sous Docker. Et Jenkins va pouvoir être capable d'aller scanner vos sources, détecter les Jenkins files sur les branches, sur vos pull requests, créer des jobs automatiquement, les supprimer quand vos pull requests sont mergés. Et de façon je dirais, ultime, si vous faites du GitHub, vous pouvez configurer juste Jenkins pour scanner votre organisation. Il va scanner tous vos repositories, toutes vos branches, toutes vos pull requests et créer les jobs qui correspondent. L'idée, c'est de se rapprocher d'un Travis CI, Circle CI. On n'a pas besoin d'aller dans une IHM. On se contente d'aller committer un fichier qui décrit le pipeline et tout roule. Et quand on crée une nouvelle branche, on n'a pas besoin d'aller créer un job à la main. Il suffit d'avoir son fichier commité. Je vous ai déjà posé la question. Donc l'idée, ça va être
Écrire du meilleur code et le déployer plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est développeur. Notre boulot, c'est pas écrire des jobs pour faire des déploiements, c'est pas faire des déploiements, c'est écrire des features pour livrer au métier. Pour ça, pour faire un beau pipeline comme ça, il va nous falloir un processus qui va s'assurer de la qualité de ce qu'on produit, qui va s'exécuter de façon si fiable. Si vous passez 25% de votre temps à aller voir pourquoi est-ce que le build l'a planté et que c'est pour des raisons qui ne correspondent pas à votre code, c'est de la perte de temps. Et au final, quelque chose qui va produire de la valeur rapidement. Et donc pour ça, il va vous falloir, pour automatiser, un pipeline. Un exemple de pipeline linéaire, vous avez sûrement déjà pensé à ça ou eu des idées. Un pipeline, ça va être des choses qui se déclenchent à partir d'un repository. Vous verrez beaucoup du Git, hein, mais ça peut être d'autres choses. Ce sera moins pratique, mais c'est possible. Vous allez passer par une phase de récupération des sources, faire de la compilation et tests unitaires, ce que vous faites pour beaucoup déjà, intégration continue, publier cet artefact dans un repository de binaire, lancer une analyse de qualité avec du Sonar, puis lancer des tests d'acceptance, peut-être du Selenium, après avoir déployé sur un environnement qui va vous permettre de tester ça. Sûrement après lancer des tests de perf, déployer sur un environnement des perfs. Vous avez écrit des scripts JMeter ou du Gatling, encore mieux. Après, vous allez potentiellement attendre que votre QA manager soit prêt pour déployer sur son environnement de QA. Il va faire appel à ces petits testeurs qui vont faire plein de tests manuels sur l'environnement. Quand c'est bon, potentiellement, vous allez attendre un go pour la prod et déployer en prod. Super classique. On va donc utiliser les Job Jenkins Pipeline pour faire ça. Tout ce que je vous ai décrit, ça va être disponible. Alors, un Job Jenkins Pipeline, c'est un nouveau type de job qui apparaît, pipeline, sachant que l'avenir, ce sera sûrement le type de job par défaut. On va essayer de se débarrasser rapidement des projets Maven, parce que le plugin est pourri, et remplacer les freestyle projects par des pipelines, puisqu'on peut faire exactement la même chose en mieux. Donc pourquoi se priver? Et à quoi ça ressemble? Ça va ressembler à ça. C'est du code. Si je le lis rapidement avec vous, c'est exactement le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais demander à Jenkins un node. Oui, alors avant ça s'appelait slave, il y a eu un moment ça s'est appelé agent, maintenant ça s'appelle node, c'est la même chose. Avec le label Linux, j'appelle une petite fonction que j'ai définie un peu plus loin que vous ne voyez pas, qui va s'assurer que j'ai un Maven de déployer sur mon slave. Puis je vais faire un checkout de mes sources. Je vais passer dans une deuxième étape où je vais lancer mon Maven Clean Package. Là, j'ai fait passer aussi en paramètre d'environnement build number qui correspond au numéro de mon build Jenkins, puisque je vais le réutiliser pour faire des trucs jolis. Je le publie dans mon Nexus ou mon Artifactory avec un... Enfin, bon, là, install, ça va être en local, donc ça pourrait être un Maven deploy. Un peu d'analyse sonar avec un Maven sonar. Le lancement des tests unitaires après avoir déployé sur un environnement pour mes tests fonctionnels. Déployer sur l'environnement de perf et lancer mes tests de perf. Un appel à input, ça va mettre le pipeline en pause et attendre que quelqu'un dans la UI vienne approuver ou rejeter la continuation du pipeline. Là, typiquement un queue manager, quand il sera prêt à accueillir la nouvelle version sur son environnement. Un deploy juste après ça, et puis la même chose pour la prod. À quoi ça va ressembler dans votre IHM Jenkins? Ça ressemble à ça. Les lignes, ça va être vos différents builds. Et en colonne, vous allez avoir les différentes steps ou stages de votre pipeline. Il ne faut pas oublier que vous allez pouvoir lancer plusieurs builds en parallèle. Donc ça va potentiellement les déployer plusieurs choses en parallèle. Le build numéro 2, en bas, il a planté au moment des tests de perf. Le numéro 3, il est en attente de validation pour être déployé en QA. Le numéro 4, il est en attente pour être déployé en prod. Et le numéro 5, il a été poussé en prod. Bon, c'est pas très logique. Normalement, c'est l'ordre inverse. Ouais, c'est bien, mais c'est pas top. Ça fait un peu vieillot. On va faire mieux. On va peut-être essayer de paralléliser des choses. Typiquement, faire une analyse sonar des tests Selenium, des tests JMeter, chacun est long. Si on pouvait les exécuter en parallèle, ce serait carrément mieux. J'ai repris la même chose. J'ai coupé un peu le script en haut, on reprend la phase de publish.
Petite nouveauté, après avoir publié mon artefact, je fais un tar de mes sources et de mon POM, et je le stash. Stash, c'est un peu comme le stash guide, ça va vous permettre de copier des fichiers d'un nœud à un autre. Donc là, j'ai fait mon publish sur un nœud, je stash. Dans la pratique, le tar gz il est copié sur le master. Et après, en rentrant dans ma stage automated test, je vais avoir 3 étapes qui s'exécutent en parallèle, le sonar, les tests fonctionnels et les tests de performance. Et dans chacune de ces steps, je vais demander un nœud. Donc ça va s'exécuter sur 3 slaves en parallèle, qui ne sont pas forcément le même que celui auparavant. Et première étape sur chacune, on fait un unstash. C'est récupérer du master les fichiers qu'on a stashés juste avant. Évidemment, on ne fait pas un checkout, parce que potentiellement, entre-temps, il y a quelqu'un qui a fait des commits. Donc c'est plus la même chose. Et donc pour chacun, on détare, et puis on lance du sonar, des tests fonctionnels, des tests de perf. Dans la UI, ça ressemble à ça. Ouais, rien n'a changé. Pourquoi? Tout le monde nous demande, mais pourquoi vous ne mettez pas des petits carrés en parallèle? Ce serait vachement plus sympa pour les steps en parallèle. On a essayé, en fait, ce serait immonde. Ça fait des gros carrés verticaux, carrés immondes, on ne voit rien. Donc même si vos steps sont en parallèle, aujourd'hui, dans cette visualisation, c'est en série. Donc vous pouvez très bien avoir le carré automatic test qui n'est pas terminé alors que les suivants sont terminés. Ouais, en fait, non. On a fait un peu des trucs, mais c'est pas super jojo. Là, on a couvert depuis commit, qui va déclencher votre pipeline. On a pu vérifier la qualité avec l'analyse sonar. Et puis, on est arrivé à un moment où on a fait un peu une release. Désolé, j'ai fait les slides avant mardi. Toute cette démo, c'était bien, mais en fait, c'est juste un Hello World. C'était un composant unique. Ça aurait pu être un microservice. Un microservice, hein, c'est comme un monolithe, on va pas bien loin. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est vrai uniquement si vous avez tout bien couvert, si vous pouvez réaliser ce composant de façon indépendante, et si vous n'avez pas des gens qui dépendent de vous. Si vous déployez une API avec des gens qui dépendent de vous, bah, c'est pas type, ça pourrait ne pas être tip-top. Sauf que ouais, dans la vraie vie, vu le sondage que j'ai fait tout à l'heure, vous avez aussi plein d'applications ou de composants qui dépendent les uns des autres. Et potentiellement, vous-même avez besoin de nouvelles fonctionnalités offertes par d'autres composants, ou vous allez offrir des nouvelles fonctionnalités à d'autres composants. J'aurais pu mettre API, mais tout le monde n'en fait pas encore, ça viendra, mais c'est un peu dans l'idée. Et potentiellement, voilà, vous allez avoir des dépendances sur les versions. Autre problème, vous allez pouvoir faire des tests de chaîne qui vont inclure en fait plusieurs composants. Bah, dans ce que je vous ai dit, ça ne marche pas. On ne peut pas faire grand-chose. Et pareil, des tests de perf, vous allez peut-être vouloir en faire sur tout le système, sur toute la chaîne. Pareil pour les tests fonctionnels. Puis les gens qui font de l'embarqué, en fait, on ne peut pas publier un composant par-ci, un composant par-là. Au final, ils doivent livrer une grosse image, celle qui sera embarquée dans le matériel. Donc il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Un build d'assembly. Et après, on va faire un release de pipeline. Un pipeline de release. J'invente rien, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Vous faites sûrement, vous avez déjà fait depuis au moins les débuts de l'informatique. L'idée, c'est que ce release de pipeline, vous allez commencer par choisir tous les composants qui vont composer, c'est moche, mais qui vont composer votre application finale, choisir une version de chacun, récupérer les artefacts, les déployer sur un environnement, lancer des tests de régression, tests fonctionnels, tests de perf, tout ce que vous voulez, les enchaîner, les faire en parallèle comme vous voulez, et sûrement on va retrouver le même pattern à la fin, avoir besoin d'une validation avant de déployer en prod. Et donc, si on couple ça avec ce que je vous ai dit avant, vous allez avoir en fait plusieurs pipelines qui vont arriver en entrée de ce pipeline de release. Bah, en fait, un par composant. Parce que potentiellement, tous vos composants ont un cycle de vie différent, des versions différentes, ils arrivent à des moments différents. C'est fait par des équipes différentes, potentiellement sur des continents différents, avec des niveaux de développeurs différents et de la qualité différente.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans Jenkins? On pourrait utiliser les builds paramétrés. C'est-à-dire un build paramétré, vous dites, en entrée, mon build a besoin de certains paramètres pour se lancer. Il va me falloir, par exemple, composant 1, je vais demander, il faut que ce soit l'application Mobile Deposit API, et puis vous allez avoir une liste déroulante. Vous allez choisir le numéro de build que vous voulez construire. Pareil pour le composant 2, pareil pour le composant 3. Ouais, mais moi, comme je suis super fainéant et que j'ai jamais confiance dans les gens qui cliquent, parce qu'ils ont des doigts boudinés, et que ça marche jamais. Si, ça marche quand il ne faut pas, mais quand il faudrait que ça ne marche pas. La question, c'est voilà, quelle version on va prendre, et que celui qui clique et qui se trompe de build, en fait, on va lancer toute une chaîne qui ne sert à rien, et au mieux, on aura des régressions. Le truc, on pourrait éventuellement utiliser des triggers automatiques, c'est-à-dire que les différents pipelines en amont aillent déclencher ce pipeline de release. Alors ça, c'est possible. Vous avez la commande build qui est disponible dans Pipeline. Elle ressemble à ça. Alors, il ne faut pas avoir peur des $classes. Hein. C'est juste une syntaxe générique pour appeler du code qui n'a pas forcément été adapté à Pipeline. Vous allez passer en paramètre le nom du build que vous voulez appeler, donc job, et puis après un tableau avec des paramètres. Là, j'ai 3 paramètres, component 1, 2, 3, et puis en value, on va lui passer le numéro de version de chacun des composants qu'on veut builder. Ouais, mais ce numéro de version, on le récupère où et comment? Alors, il y aura une solution, on pourrait faire quelque chose en bidouillant dans Jenkins. Sinon, on pourrait faire mieux. Allez voir qu'est-ce qui est déployé. C'est là que je vous mets un slide, et là vous dites « Oh, putain, il va pas être Docker ». Et en fait, non. Il y en a déjà eu plein, il y en aura plein des talks. Non, pourquoi ça? Parce que je vais vous parler d'un manifeste. Le manifeste, à la base, dans les cargos, c'est ce qui liste exactement le contenu. Et donc, le principe du manifeste en informatique, c'est vieux comme le monde. Et on va pouvoir utiliser ça. L'idée, ça va être que à chaque fois qu'un composant est buildé, donc produit potentiellement une nouvelle version, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, quand on parle de continuous delivery, potentiellement toute version peut se retrouver en production, s'il n'y a pas ces tests. Donc potentiellement, à chaque build, on a une nouvelle version, et on va aller mettre à jour un manifeste avec la nouvelle version pour ce composant entre chaque build de release. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vous ai montré un petit aperçu. C'est un simple fichier de properties. On va mettre en clé le nom du composant et puis à côté sa version qui doit être buildée, déployée, tout ce que vous voulez. Il va donc falloir lire et écrire ce manifeste. Parce que moi, je n'ai pas confiance en les doigts boudinés. Comment on va le faire? Pipeline, c'est du Groovy. Donc vous avez accès à beaucoup de choses de Groovy. Pas tout, mais déjà beaucoup de choses. Et on va écrire une petite fonction qui s'appelle writePropertiesFile, qui va prendre en paramètre un objet properties, Java, et puis après un fichier dans lequel écrire. On met un petit coup de log au début, et puis après on fait un writeFile en passant le fichier, et puis on fait un writeProperties pour le texte, le contenu. Ce writeProperties, c'est juste un string writer. Vous voyez un petit arrobas non-CPS. Vous le verrez et vous l'utiliserez sûrement souvent. Qu'est-ce que c'est? Une des nouveautés de Pipeline, c'est de pouvoir passer d'un slave à un autre. Avant, dans tous vos jobs, vous tourniez sur un slave. Sinon, il fallait enchaîner plusieurs jobs. Là, vous avez un seul job, il faut pouvoir changer de slave, reconstruire des workspaces, faire ce genre de choses, ou même mettre le pipeline en pause au moment de input. Et techniquement, ça c'est fait. À chaque fois que vous changez de slave ou que vous demandez un input, l'état de votre pipeline est serialisé sur disque, sur le master, pour pouvoir être pris après. Et on ne peut pas toujours tout serialiser. Donc il va serialiser toutes les variables, les différents objets que vous utilisez dans votre script. Et sauf que quand on utilise un string writer, il n'est pas serialisable. Donc ça va vous faire planter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez mettre un arrobas non-CPS. En général, ça se met devant une méthode qui utilise un objet qui n'est pas serialisable, pour dire à Jenkins, ne me serialise pas les objets intérieurs de cette méthode. Ce qui n'est pas grave, parce que le string writer, on en redéfinit à nouveau à chaque fois qu'on appelle ça, mais on n'a pas besoin de le garder.
Ce manifeste. Ah, il y a des développeurs dans la salle. À Marseille, personne n'avait rigolé. Plusieurs solutions. Dans votre workspace, c'est bien, mais je viens de vous dire que vous pouvez utiliser plusieurs slaves. Et si vous utilisez plusieurs slaves, bah, vous avez plusieurs workspaces, il faut se le trimballer de l'un à l'autre, pas tip-top. Dans votre gestionnaire de sources, ça pourrait le faire, mais potentiellement, vous allez lancer plusieurs builds en parallèle. Donc, je fais comment? C'est pas tip-top. En tant qu'artefact de build dans Jenkins, je vous le dis tout de suite, ça va être la solution. Donc, c'est pas mal comme idée. Dans un file system externe, ouais, on peut, mais c'est chiant à historiser. Et quand on a des choses en parallèle, c'est pas pratique. Ou stocker dans votre repository d'artefacts. On pourrait le faire, mais il va falloir aller encore faire des appels, ça fait de la plomberie un peu compliquée, alors que dans l'option Jenkins Build Artifacts, on a déjà des choses qui existent. Pour rappel, les build artefacts, c'est quand vous générez par exemple un jar, un war ou un truc comme ça dans un build, vous pouvez le déclarer comme c'est un artefact fourni par Jenkins, et il sait le garder et vous l'exposez dans la UI, comme ça ressemble à ça. Et si je déclare mon fichier manifeste, il va m'afficher le nom du fichier, je peux cliquer dessus pour le voir. Donc c'est lié au job, au lancement du job. Et le code pour faire ça, en fait, vous appelez archive et le nom de votre fichier, et c'est tout. Donc c'est super simple. Est-ce que c'est fini? Un peu, parce que là on a vu pour un pipeline. Qu'est-ce que je fais quand j'ai 50 développeurs fous furieux qui vont me pousser plein de branches en parallèle ou qui vont me balancer plein de commits sur ma même branche, comme des bourrins? Et ben on va faire attention quand même déjà à pas lancer ce pipeline de release en parallèle. Pourquoi? Parce que vous avez des déploiements dans des environnements. Si vous voulez mourir, essayez de faire 2 déploiements simultanés sur un même environnement. Ça va faire boum. Donc on va décocher l'option dans Jenkins sur le build qui s'appelle Execute Concurrent Builds if necessary parce qu'on ne veut pas. En plus, ça nous fait des choses vachement bien. Je vous ai fait un exemple. Si vous avez un commit 1 sur le composant 1, il va déclencher le build release numéro 1 qui va s'exécuter pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez avoir un autre commit sur le composant 1, donc une autre version, et commit 1 et 2 sur le composant 2 en parallèle. On lancerait en parallèle, on attend que le premier se termine. Le premier se termine, il voit qu'il y a eu des changements, il va pouvoir lancer le 2. Et un truc intelligent, c'est qu'en fait, le commit numéro 1 du composant 2, on s'en fout royalement, puisqu'il y a eu le 2 qui est passé après, qui est plus utile, qui contient plus de données utiles. Donc on va lancer le build numéro 2 avec la version 2 du composant 1 et la version 2 du composant 2. Et en fait, tout ça, ça marche nativement sans rien faire. C'est juste le principe de fonctionnement des builds Jenkins couplés à un SCM sans activer l'option pour lancer les builds en parallèle. Chose super bien, Jenkins sait mettre les jobs en attente. On peut gérer la concurrence des différents stages dans pipeline. Vous pouvez dire, tiens, quand j'arrive dans mon stage de déploiement avant la QA, eh ben, cette étape, je peux avoir qu'un seul build qui s'exécute à un moment donné. C'est comme ça que vous allez limiter les déploiements multiples en parallèle. Et puis là, je viens de vous dire la concurrency rule qui va sauter les builds. Donc c'est cool, ça va marcher avec les gestionnaires de sources, ça marche très bien. On va pouvoir utiliser les builds paramétrés. C'est cool, parce qu'il ne faut pas oublier que notre release pipeline, en entrée, il a besoin de différentes versions. Et on va pouvoir aussi faire d'autres choses dans le pipeline de release, rajouter des étapes pour l'enrichir. Je ne sais pas, les entreprises ont toujours des idées un peu farfelues pour faire des choses. On va faire un truc intelligent, c'est qu'on va découpler la mise à jour du manifeste par rapport au build de release. On va faire quelque chose juste comme ça. On va avoir nos composants qui vont aller déclencher un update release manifest. Son boulot, ce sera rajouter un composant, s'il n'a pas encore été déclaré, ou mettre à jour une nouvelle version dans le manifeste. Et après, étape d'après, ce sera juste triggerer le release build. Et sur release build, la première étape qu'il va faire, c'est aller lire le manifeste, faire un calcul savant pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin de déployer,
parce qu'évidemment, on ne redéploie pas toutes les applications s'il n'y a pas besoin de le faire, et puis lancer les tests. Oups, voilà, tout ça. Comment est-ce que vous allez faire cette mise à jour du manifeste? Avec du code tout simplement comme ça. Grâce au DSL, vous avez accès au try-catch, donc vous pouvez gérer vos cas d'erreur, ce qu'il faut toujours faire. La première étape, ça va être de récupérer le manifeste. On va utiliser la fonctionnalité de copy artefact, qui est disponible dans Jenkins. Donc on fait appel à un copy artefact, récupère-moi le fichier manifeste dans le projet env.jobname, donc en fait c'est moi-même, et un sélecteur parce que c'est obligatoire. Et après, on fait un read properties file de ce manifeste. Ça nous donne un objet qui va s'appeler versions, qui va être un properties. On gère le cas où le fichier manifeste n'existe pas, typiquement au premier lancement. Si on se chope une exception parce que manifeste n'existe pas, on fait juste un new properties. Étape suivante, on va les mettre à jour pour la bonne application, la nouvelle version. Ça s'écrit super simplement. Et puis après, on va écrire ce manifeste et l'archiver pour que ce soit disponible pour le build suivant. Le release build, son boulot, ça va être, lui, être focalisé sur le déploiement. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller travailler, on va faire une boucle sur toutes les applications, toutes les apps qui composent ce pipeline. Et pour chacune, on va aller récupérer la version. Et pour la version, on va faire un coup de décom, qui est en fait le nom de ma méthode qui désinstalle l'application sur un environnement. Et après un coup de deploy, qui est en fait la méthode qui exécute le déploiement en tant que tel. Et avec la syntaxe que je vous montre, donc on construit un tableau, et je fais un parallèle de branches. Branches est un tableau, et il va m'exécuter tout le déploiement en parallèle. Tous les undeploy et les redeploy après, avec la bonne version. Je vous ai dit, on ne va pas tout redéployer. On va utiliser une bonne pratique. Si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Faites que vos applications exposent le numéro de version dans lequel elles tournent. Toujours bien. Ça ne va rien vous coûter. Vous exposez à endpoint en ce que vous voulez, mais l'important, c'est de pouvoir faire un petit get dessus et récupérer le numéro de la version qui est déployé. C'est une capture d'écran d'un appel REST tout bête. Et c'est vachement pratique pour les gens qui à la fois font de l'exploitation, qui veulent faire du monitoring, et puis pour vous, pour savoir qu'est-ce qui est déployé. Donc là, je fais juste un get sur mon /spring/info, et puis dedans, je récupère le numéro de version qui est déployé sur n'importe quel environnement. Et on va utiliser ça pour le comparer au manifeste. Et comme ça, on pourra savoir, tiens, sur tel environnement, qu'est-ce que j'ai besoin de déployer et qu'est-ce que je n'ai pas besoin de déployer. On va déployer que les nouvelles versions. Le code va ressembler à ça. C'est pas très compliqué, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Donc c'est une méthode qui sert à comparer deux versions. On va prendre en paramètre de properties. Il manque une parenthèse. Premier properties avec la version target qu'on voudrait, l'autre properties avec les versions existantes. On aurait pingé toutes les applications sur l'environnement sur lequel on veut déployer. Et après, c'est juste une histoire de delta. Voilà. Si la version à déployer est la même que celle qui est déployée, on dit qu'on n'a rien à faire. Et si on voit qu'il y a un delta, on va construire un tableau qui s'appelle Updated Versions, qui va contenir la liste des applications avec leurs versions qui doivent être déployées. Voilà, c'est ce petit if, tout simple. On va faire propre. On va aussi pousser ce fichier update comme une archive. Donc on va avoir un fichier manifeste qui va contenir la liste de tout de mon état, et puis un fichier update qui va montrer, tiens, dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais vous montrer ça, comment ça marche en vrai. Sachant que je cumule les difficultés. C'est une démo. Ça n'a probablement pas marché. C'est une démo, ça n'a probablement pas marché. J'ai perdu mon environnement complet il y a 1 heure. Je viens de le reconstruire. C'est cool, le réveil. Enfin, même pas au réveil, il était 10 heures. J'utilise, parce que j'ai peur, la dernière version de Jenkins, la 2.30. Si vous êtes sur les unstable, n'installez pas la 2.29. Surtout pas. Elle ne marche pas du tout avec les pipelines.
il y a un gros bug dedans. Donc la 2.30 est sortie même pas 24 heures après la 2.29. Donc j'ai la 2.30 et j'ai installé le plugin BlueOcean, qui est la nouvelle interface de Jenkins, qui est en bêta depuis septembre, mi-septembre, on l'a annoncé au Jenkins World, et qui devrait être réalisé pour première version stable au mois de mars, donc sûrement en avril ou en mai. Et ça devrait correspondre avec Jenkins 3. On va sûrement dire que, nouvelle UI, Jenkins 3. Ça ne change rien, mis à part un petit bouton là-haut, tout en haut, Try BlueOcean UI. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer la UI de Jenkins. Il y a 1300 plugins. Un certain nombre n'ont plus de mainteneur. Et il est impossible d'aller changer la UI et d'aller mettre à jour tous les plugins. Déjà parce qu'on n'a pas la main forcément sur le code source de tous les plugins. Donc, ce qui a été décidé, c'est de faire une UI additionnelle, beaucoup plus sexy et jolie. On en profite, elle va être très centrée pipeline, vous allez le voir. Et pour la petite histoire, donc, le projet a commencé janvier. Autant dans la communauté open source, c'est simple de trouver des développeurs Java et des gens qui font du Groovy pour maintenir le corps et créer des plugins. Parce que ça fait longtemps que la communauté Java connaît Jenkins. Mais trouver des développeurs JavaScript front-end qui veulent s'impliquer et refaire une UI, plus faire des changements dans le corps, parce que qui dit UI dit on va exposer une API un peu propre. L'API Jenkins c'était un peu crados. Et bien là on n'en trouvait pas. CloudBees a donc décidé qu'on va embaucher des gens, les payer, puis ils vont travailler sur le projet. Ils ont commencé en janvier et c'est passé open source au mois de mars. Et ce sera donc sûrement réalisé début d'année prochaine. Donc on a des développeurs qui ont utilisé React pour écrire la nouvelle IHM. Regardez pas le gros 1, c'est comme j'ai reconstruit ce matin, comme c'est un plugin en bêta, il y a problème de dépendance, je ne sais pas pourquoi il me demande le plugin Docker Workflow. Et tout marche. Pour en revenir à notre démo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une application qui se compose de deux composants. L'application s'appelle Mobile Deposit, un composant qui s'appelle API, un autre qui s'appelle UI. Je ne vous dis pas ce que ça fait, vous allez le deviner. Et après, j'ai un job qui est le dernier en bas, qui s'appelle Update Release Manifest, qui est la première étape où on va travailler avec le manifeste. Et un deuxième, le dernier, qui va être le Release Build, Mobile Deposit Release Build, qui lui fait le déploiement final. Release Build et Update Release Manifest, c'est des jobs de type pipeline. Je vous le montre. Ah oui, tiens, nouveauté de Jenkins 2, on a des onglets en haut. Parce que les pages de configuration, à force de scroller, on a tué trop de souris, de molettes de souris. Maintenant, on peut descendre là tout de suite directement. C'est vrai, rien d'extraordinaire. Non, je dis juste que j'ai configuré mon pipeline pour aller lire mon Jenkins file dans mon repository Git. Je travaille sur la branche QCon. Et puis mon Jenkins file, en fait, pour certains, c'est un fichier Groovy qui ne s'appelle pas Jenkins file, mais qui a un autre nom. Rien de spécial pour ces deux-là. Et vous voyez qu'il y a un petit icône différent pour Mobile Deposit API et Mobile Deposit UI. Ce n'est pas un job de type pipeline. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Au lieu de prendre lui, j'ai pris un multibranche pipeline. Un multibranche pipeline, c'est comme un pipeline, sauf qu'au lieu d'aller regarder une branche, on va regarder un repository. Et Jenkins va aller scanner toutes les branches et toutes les pull requests, si vous êtes sur Bitbucket ou GitHub, dessus. Et donc, à chaque fois que vous créez une nouvelle branche, le job apparaît automatiquement. En fait, c'est l'icône d'un folder. Et si je clique dessus, j'ai plusieurs sous-jobs qui correspondent chacun à une de mes branches. Là, j'ai demandé qu'une seule branche. Et je vous montre la configuration. J'ai juste donné le nom de mon repo GitHub, des credentials, j'ai choisi mon repository, et c'est tout. J'aurais pu aller utiliser des expressions régulières pour interdire certaines branches ou ce genre de choses, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait dès que j'ai créé le job? Il a été indexé, ce repository. Je vais vous montrer les logs. Il s'est connecté à GitHub, il regarde toutes les pull requests, il n'en a pas vu. Non, moi je travaille tout seul. Il a été regarder les remote branches, il a vu que la branche QCon avait un fichier Jenkins file, et donc il a créé un job dedans, dans ce folder. Mais si je repousse une nouvelle branche, il va me créerait un automatiquement, ce qui
il fait cette indexation de façon régulière. Et si je clique dessus, là par contre je suis sur un pipeline classique. Vous retrouvez la visualisation qui existe aujourd'hui pour les pipelines, une espèce de gros tableau avec plein de choses. Si vous n'avez pas joué avec, en mettant la souris, vous avez accès au log dédié de chacun des stages. Bon, c'est un gros build Maven. Voilà. Build classique pour l'API et le UI. Je check out, je build mes sources, je lance des tests unitaires, je publish, à la fin, je trigger mon build de release. Si je vous montre les logs, le checkout, ploup, 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 du Maven, des tests unitaires, des pseudo-tests, et vous avez le trigger de Mobile Deposit Update Release Manifest. Je vous montrerai après en le lançant, mais ça va vite. C'est celui-ci. Celui-ci est plus simple. Il fait lire le manifeste, le merger avec la nouvelle version qu'il a reçue depuis le build, ou UI ou API, écrire le manifeste et triggerer le release build. Particularité, ce build a des paramètres en entrée qui sont déclarés ici. Le paramètre app et le paramètre révision. À chaque fois que ou l'API ou la UI me pousse une nouvelle version à ce build, ils vont m'envoyer app et révision dedans. Et si je voulais en brancher un troisième, il suffit que je pousse, j'appelle ce job-là avec les bons paramètres. Et après, c'est un simple pipeline depuis mon SCM. Celui-ci. On fait du checkout. Il lit le manifeste. Un petit coup de merge pour intégrer à la nouvelle version. Il écrit. Et après, il va triggerer le dernier. Hop. Je clique dessus. Le dernier, donc celui de release, qui va être en fait voilà, votre release pipeline qui va faire des choses intelligentes. Il commence par aller lire ce fichier de manifeste, il termine les applications qui doivent être mises à jour, ce que j'ai appelé le update, donc il déploie celles dont il y a besoin, et puis après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez lancer vos phases de test, envoyer un mail, allumer une lampe verte, faire plaisir au chef, ce que vous voulez. Dans les logs, on retrouve récupérer le manifeste. Ah, au fait, à chaque fois que vous faites un trigger dans le job, le dernier, vous voyez qu'il a déclenché. Vous voyez que là, le release build a été déclenché par le update release manifest, lui-même qui a été déclenché par le mobile deposit API. Et vous avez le numéro de job à chaque fois, donc vous pouvez remonter sur le coupable s'il y a des choses qui ne marchent pas. Lire le manifeste, c'est super simple, je vous ai montré le bout de code. Il a détecté que, en calculant le data, que Deposit UI était déjà déployé et que, par contre, API devait être déployé. Effectivement, c'est lui qui a triggeré au début, donc il a poussé une nouvelle version. Après, j'ai mon bout de code pour faire les désinstallations, installations. C'est un truc moche à OS de cœur sur un serveur qui doit tourner sur ma propre machine mais qui ne marche pas. Vous allez faire des choses plus propres. Ou appeler un vrai outil pour faire vos déploiements. Hop, du déploiement. On écrit le manifeste, le update. Vous allez voir ici. Alors, Pipeline bouge beaucoup dernièrement. Jusqu'à il y a 2 mois, quand on voulait limiter la concurrence au niveau d'une step, on avait un paramètre qui s'appelle concurrency. Dans Stage, on mettait concurrency à 1, par exemple, et il n'y avait qu'un seul build qui pouvait s'exécuter sur cette partie de votre pipeline. C'est déprécié. Maintenant, on va utiliser autre chose, ça s'appelle des locks. Donc, vous allez utiliser un plugin qui s'appelle Lockable Resource. Vous pouvez déclarer des ressources lockables sur votre master. Dans le cas de pipeline, il peut l'écrire automatiquement si ça n'existe pas. Moi, je lui ai juste dit, tiens, essaye d'acquérir le lock qui s'appelle Deploy to Prod. Si personne ne tourne, il récupère le lock, ce qui bloque les builds suivants. On fait le déploiement, qui est un pseudo-truc. Et il release le log après le déploiement. Dedans, vous voyez ici, à un moment, j'ai fait un petit input. On continue ou on arrête. Donc, pour un input, vous pouvez valider ou rejeter
l'exécution du build dans les logs, ou alors, je vous montrerai tout à l'heure, ici dans la UI. Bon, là, il est terminé avec succès, mais vous avez les petits boutons qui apparaissent ici. Et sinon, c'est une API, donc vous pouvez coder un appel dessus. Typiquement, vous pouvez mettre du code dans un Jira, par exemple. Vous allez créer dans votre workflow Jira pour vos issues une étape particulière qui va servir à aller approuver quelque chose dans Jenkins. Et au moment où le cycle de vie de votre Jira avance, Jira, quand on va passer cette étape, va pouvoir appeler Jenkins pour aller déclencher la continuation du build. Je dis Jira ou n'importe quelle autre chose, peu importe ce que vous utilisez. Il y a une API HTTP pour faire ça. Et maintenant, je vais cliquer sur le petit bouton bleu là-haut. Ça m'ouvre ça. Ça, c'est Blue Ocean, qui est très centré pipeline, puisqu'il vous liste que les pipelines. Il a détecté donc qu'on avait... merci Cyril. Mobile Deposit API, Mobile Deposit Release Build, UI. On a le petit soleil. Vous remarquerez qu'on n'a plus les carrés bleus ou rouges. Ce sera les couleurs, ça va redevenir vert quand tout est bien. Pas besoin d'installer le Green Ball plugin. C'est très orienté Git. Donc vous allez retrouver des notions de branche, de pull request. Et quand on rentre dans un pipeline, vous allez aussi avoir d'informations sur le commit. Là, vous voyez mes numéros de build, leur statut, est-ce que c'était vert ou pas. Là, ils sont tous bien. Et quand je rentre, je clique sur un pipeline. Vous avez une visualisation en haut de votre pipeline qui vous montre les différents stages. En cliquant sur chacun, on a les logs qui ont été un peu retravaillés et les différentes sous-parties de vos steps sont visibles. Et ce qui est sympa, c'est que ça va être dans lequel vous avez enfin la visualisation des steps en parallèle. C'est tout joli. C'est une version bêta. On n'affiche pas encore les changes, je crois. Si, il faut que j'ai un commit. Non, pas encore. Ils sont en train de travailler dessus. Pareil, les résultats des tests unitaires, ils sont en train de le coder pour le faire. Et puis afficher les artefacts quand c'est généré. Ah, ça c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour vous montrer comment ça marche? Je vais simuler comme si quelqu'un faisait un commit sur l'API. Donc hop, moi je déclenche manuellement sur ma branche QCon. C'est l'API que j'ai. Donc vous avez le build numéro 6 qui est en train de s'exécuter, qui a déjà fait plein de choses, qui est en train de lancer un bout de Maven pour récupérer la version. On passe à la phase build, qui nous fait le clean package. Il ne télécharge pas tout Internet, mais il l'a déjà fait tout à l'heure. Ça tourne. Des tests unitaires, la couverture des tests unitaires avec Jacoco. On va compiler. Allez. On lance les tests unitaires. Chouette, ils marchent tous. C'est une application Spring Boot toute classique. Pour ça que vous voyez le logo dans les tests d'intégration, puisqu'on démarre un petit serveur Spring Boot pour les tests d'intégration locale, qui a démarré, les tests d'intégration vont s'exécuter, on a plein de logs. Il a été un serveur. Tout ça pour dire que ça marche. On construit le jar. Ça va être une nouvelle version. On le publie et ça y est, il a balancé déjà le build de trigger, le plugin, le publish. Tiens, on va tout de suite aller à l'autre, donc ça avance trop vite. Hop, le update qui va super vite puisque ça revient à lire un fichier, le mettre à jour, l'écrire et triggerer le suivant. Je me dépêche de passer au suivant. Heureusement, il y a le petit quiet start, où il récupère. Ah! Je savais bien que tout n'avait pas marché forcément. Reviens.
Ah ouais, mais c'est mon déploiement, c'est normal. Pourquoi il ne l'a pas dessiné? Et l'approbation qui aujourd'hui n'est pas encore dispo dans Blue Ocean. Pour voir l'approbation, il faut aller dans le release build. Voilà, mon build il est là, il est en pause depuis 12 secondes en attendant que je le valide. Et pour le faire, je peux faire proceed, il va continuer ou abort. Ici, voilà, le build de release, c'est terminé. Et voilà, donc vous avez vu que automatiquement, quelqu'un fait juste un commit sur l'API, ça a été détecté, on a mis à jour, déployé la nouvelle version sur les environnements de test, on a essayé les tests automatiquement qui sont potentiellement des tests de chaîne, et on est quelque part pas loin d'être prêt à déployer de façon automatique sur un environnement tout un ensemble de composants et donc une application complexe. Ce dont je vous ai parlé, ça s'appelle le pattern fan-in, qui représente, voilà, on a plein de composants qui doivent... hop, je vais essayer de mettre la photo de Kosuke. C'est le pattern fan-in, donc qui correspond à plein de composants qui doivent merger en un seul pipeline unique. Donc oui, dans la vraie vie, vos pipelines ne seront pas linéaires, loin de là. Vous allez sûrement devoir assembler des composants multiples, essayer d'utiliser ça. Il y a beaucoup de code, je dirais, d'automatisation. Ça ne doit pas forcément rester dans le pipeline. Hein. Pipeline peut ou charger une librairie de code externe, donc vous allez mettre tout ce code-là en externe, parce que c'est des choses qui se réutilisent. Ou alors, Pipeline expose aussi ce qui s'appelle une Global Library. C'est un repository guide sur votre master dans lequel vous pouvez committer du code Groovy qui sera mis à disposition automatiquement à tous les pipelines. Donc tout ce code-là, si c'est utilisé par plusieurs personnes, vous pouvez le mutualiser dedans. Et donc, avec ce que je vous ai montré, vous allez pouvoir après enchaîner différents types de jobs si vous avez des choses exotiques à faire. Et puis, on a fait tout le suivi avec le fichier de manifeste. Toutes les sources sont disponibles sur mon repo GitHub dans Mobile Deposit étoile. Il y en a 3, API, UI et Release qui contient le contenu du job de release. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu as parlé du lockable resource pour oui. mettre donc des verrous au niveau des différents jobs. Cette notion de verrou, elle est juste associée au job ou elle est transverse à tout Jenkins? Ça veut dire si j'ai plusieurs jobs... C'est lié au master. C'est déclaré sur le master. Et donc si j'ai tu peux l'utiliser. Qui veulent la même ressource, ils vont tous être verrouillés sur cette ressource-là. Oui. Merci. Tu peux utiliser un verrou différent pour tes jobs. C'est, je te le montre tout de suite. Ah, ça bouge plus. C'est ici, hop, dans ton configure système. Allez. Tu as une partie Lockable Resource Manager. Donc là, dans le cadre de pipeline, si ton lock n'existe pas au début, à la premier lancement, il va le créer. Et de toute façon, toi, après, tu peux en rajouter ici. Tu donnes juste un nom. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace dedans. Et après, tu peux réutiliser cet ID. Donc, tu peux aussi avoir des systèmes comme ça de verrous exclusifs entre différents jobs. Ce serait moche, puisque l'objectif de pipeline est quand même d'avoir un pipeline unique pour toute ton application. Mais tu peux avoir ce genre de use case. Et tu peux aussi dedans choisir, quand tu fais appel à un lock, dans quel sens tu veux gérer la file d'attente. Est-ce que c'est dans le sens normal, le premier arrivé qui va récupérer le prochain verrou, donc le plus ancien qui est arrivé va obtenir le verrou, ou alors est-ce que c'est le plus récent? C'est un paramètre optionnel. Merci. Alors il y a les locks, je vous ai montré, et il y a aussi un objet qui s'appelle milestone, qui ressemble un peu, qui n'est pas aussi fort. C'est tout récent, ça vient d'arriver. Je n'ai pas encore joué avec le milestone. Dans l'exemple que tu montres,
tu as des jobs de build qui sont multibranches, mais par contre, le manifeste et le release, ils sont lancés en dépendance de ces jobs multibranches. Donc ça veut dire que si je commit sur n'importe quelle branche, ça va lancer la phase de déploiement. Ouais. Alors, là, la vraie question, c'est plutôt lié à ton workflow de développement. Tu fais du Git Flow, du GitLab Flow, qu'est-ce que tu veux. À quel endroit tu arrêtes les branches multiples? Puisqu'en prod, tu ne déploies pas plusieurs branches en même temps. Tes développeurs vont utiliser une branche par feature, mais à un moment donné, tu vas arriver sur une branche qui doit être celle qui fait foi et qui va avancer dans tes environnements. En QA, tu vas lancer qu'une branche, par exemple. Tu auras plusieurs versions successives, mais d'une branche. Là, c'est à toi de choisir quand est-ce que tu l'arrêtes. Là, je vous ai montré l'exemple avec QCon. On aurait pu déclencher le release de pipeline que sur une branche qui s'appellerait intégration, par exemple, ou n'importe quel nom, ou master, qui aurait continué. Tous les développeurs auraient commité dans feature 1, feature 2, feature 3, plein de branches, mais celle-ci n'aurait pas déclenché le pipeline de release. Et c'est uniquement quand on accepte la feature, qu'on fait une pull request sur ma branche d'intégration, par exemple, ou sur le master, que celle-là, par contre, on déclenche la suite. Okay. Une autre question qui n'a rien à voir. Dans Jenkins, on avait accès à l'environnement sur les jobs freestyle. On ne l'a plus dans les pipelines. Accès à l'environnement, la ligne de commande? Non, il y avait un dossier environnement, on voyait l'environnement d'exécution en fait, avec tous les fichiers qui avaient été descendus. Le listing de ton workspace? Ouais. Je crois pas. Non, puisque maintenant tu peux avoir plusieurs slaves. On va pas afficher le contenu de ton slave. Et tes slaves peuvent aussi être des conteneurs Docker. C'est-à-dire qu'à la fin de ton build, ton conteneur Docker est terminé, ton workspace n'existe plus. Donc si tu veux travailler, il faut utiliser le stage pour amener les fichiers qui t'intéressent. Okay. Tu peux penser notamment aux résultats des tests unitaires JUnit, le fichier XML, le report. Là, il y a une commande pour le remonter dans Jenkins et qu'il fasse afficher le trend des tests unitaires. Pareil, tu peux remonter des choses avec ton Statash pour aller sur d'autres nodes où tu fais un coup d'archive. Si tu veux les garder, les exposer, que ça est censé durer plus longtemps que ton build. Okay. Mais je suis d'accord, si tu as par exemple des résultats de tests unitaires ou des choses comme ça que tu voudrais garder, parce que quand ça plante, on aime bien savoir ce que c'est, que les logs ne sont pas toujours suffisants, ouais, tu les remontes. Et puis ça peut être, tu sais, tu peux les tarer, ça te fait un tar et puis tu l'archives. Et le jour où il y a besoin, on l'ouvre. Pas d'autres questions? Oui, bonjour. C'était pour poser des questions à propos des branches, mais des branches au niveau pipeline, pas l'exécution en parallèle, vraiment faire cette notion de branche de pipeline qu'on avait avec anciennement, avant le pipeline as code, qu'on pouvait faire avec les anciens pipelines, mais c'était beaucoup plus archaïque. Actuellement, il me semble qu'il y a aussi un ticket qui est ouvert pour pouvoir que ça s'affiche aussi dans l'interface graphique, le Stage Visualize Plugin. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est en cours. Je voulais savoir comment on faisait et si c'était possible en fait. Avant le plugin pipeline, pour ceux qui n'utilisaient pas, en général, on modélisait un pseudo-pipeline en enchaînant les jobs les uns après les autres. En dépendance, c'était avec la fonctionnalité de downstream. C'était un peu chiant à utiliser parce que pour le parcourir entièrement, c'était un peu relou à administrer. Pareil, j'ai des anciens collègues qui ont une instance avec 1000 jobs dessus, 900. Chaque pipeline, c'est 9 jobs. Donc s'ils passaient à du pipeline, ils n'auraient plus que 100 jobs. Pour répondre à ta question, passe au nouveau pipeline. Il n'y aura rien qui sera fait. Le ticket, ça m'étonnerait qu'il soit développé. Tout va être poussé sur Pipeline et BlueOcean. Clairement, tout ce qui va être visualisation, même sur le tableau que je vous ai montré, qui est la visualisation aujourd'hui, elle va terminer sa vie. Je ne dirais pas quand BlueOcean va arriver, puisque c'est une UI supplémentaire, on va le garder, mais il n'y aura pas d'évolution majeure faite dessus. Et clairement, sur tes jobs de type freestyle, passe-les en pipeline. Donc, tout doucement, c'est facile. Hein. Si tu avais beaucoup de bash, tu fais des SH, tu les enchaînes les uns aux autres. L'option parallèle dans Jenkins.
le mot-clé parallèle dans pipeline. Et je te remonte, j'ai un bout de code. C'est le mot-clé qui est juste en dessous de stage, parallèle. Ça va prendre un ensemble. Alors c'est du Groovy, donc c'est dynamique. Ça va me prendre un objet que j'ai appelé sonar, un objet que j'ai appelé fonctionnel et un bloc que j'ai appelé performance. Et chacun, c'est une des branches qui va tourner en parallèle. Si tu veux l'écrire différemment, tu te fais un tableau d'objets que tu passes à parallèle. C'est ce qu'il y avait un peu plus loin quand j'ai fait le branches, je construisais un tableau avec toutes mes exécutions, après je passais ça à parallèle et il me lance tout en parallèle. Et il y a le point de synchro à la fin de la parallélisation, il faut que toutes les étapes parallélisées se terminent pour pouvoir passer à la suite. C'est automatique. Ça répond à ta question ? Bonjour. Ma question est peut-être bête, mais est-ce que c'est possible de gérer les droits quand tu attends un input dans un pipeline? Oui. Un départ. Alors, si vous voulez jouer avec pipeline, il y a la documentation. C'est chiant à lire la doc. Surtout. Ah, pourquoi il freeze? Ça va revenir. Donc, il y a je prends un pipeline. Il y a la documentation de référence, donc il liste toutes les commandes disponibles, ce qui est un peu relou et pénible en fait à utiliser. Sinon, quand tu vas dans un pipeline, quand tu fais configure, hop, il y a un petit lien ici qui s'appelle pipeline syntax, qui t'ouvre un snippet generator, qui te liste ici toutes les fonctions qui sont disponibles. Donc, voilà, il y en a plusieurs, il y a du advance et il y en a une avec des choses un peu génériques, je ne sais plus où est le nom. Si je prends le input, hop là, pardon. Voilà. Il me liste tous les paramètres qui sont disponibles, je vais afficher les autres. Donc je peux customiser quel est le message à afficher, je peux donner un ID, il faut donner des ID différents quand on a plusieurs inputs dans un même pipeline. Le texte sur le bouton OK. Par défaut, c'est OK, vous pouvez le surcharger. Et ici, la liste, enfin, la personne autorisée à approuver, pour pas qu'un développeur aille s'auto-approuver son déploiement. Aujourd'hui, il me semble que c'est une personne unique ou le nom d'un groupe qui vient de ton LDAP ou ton Active Directory, quand tu l'as branché. Et il y a une issue Jira pour ajouter que ce soit une liste de personnes ou une liste de groupes. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. À mon avis, elle n'est pas loin d'être terminée. Donc c'est ici, oui, tu aurais pu mettre admin. Voilà, ça fait ça. Tu fais un copier-coller, tu le mets dans ton pipeline. Et c'est donc le paramètre submitter qui te permet ça. C'est une chaîne de caractères qui contient les personnes autorisées. Et seules ces personnes-là pourront valider ou rejeter le pipeline. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez me voir. Bon appétit!